s'il y a des photos ou des tweets, c'est maintenant. Ça s'appelle Debout, et je voudrais que tu nous en dises 2 mots. Assieds-toi. Non, non. Debout, c'est de l'information qui est traitée de manière à ce qu'elle soit hyper accessible à ses lecteurs. Je vous dirai tout à l'heure qui sont ces lecteurs, de manière à leur donner la possibilité à eux aussi de mieux vivre. Les lecteurs de Debout, au-delà de la pauvreté quand on parle de pauvreté, jusqu'à il y a quelque temps, on parle d'un problème de portefeuille, d'une situation monétaire compliquée, un niveau de qualité, un niveau de vie difficile. La pauvreté, pour moi, et je crois pour beaucoup d'autres, elle va bien au-delà. La pauvreté, c'est aussi l'isolement, l'exclusion, le manque de lien avec les autres. Et aujourd'hui, comme demain, on parle beaucoup de vivre autrement, de joie de vivre, eh bien ça, tout le monde y a le droit. Et qu'on ait les moyens ou pas monétaires, on y a tous le droit. Et avec Debout, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on met à disposition des lecteurs des solutions pour mieux vivre, même dans le cadre de leurs difficultés financières. C'est 130 000 exemplaires à chaque numéro qui sont distribués par les aidants eux-mêmes, c'est-à-dire par les associations, par les comme Secours catholique ou Andes, par les mairies, par les CAF, donc toutes ces structures qui accompagnent les lecteurs finaux de Debout. Et voilà, et pourquoi effectivement cette table ronde, l'idée était vraiment de dire le mieux vivre est plus une question d'être que d'avoir, et je pense qu'il est vraiment accessible à tous. Il n'y a qu'à voir le nombre d'initiatives qui se font à droite et à gauche sur tout le territoire national pour permettre aux gens qui sont dans des situations difficiles, mais même à ceux qui... Parce que combien aujourd'hui de foyers moyens tombent par un licenciement, un divorce, une maladie, la mort d'un conjoint, tombent dans la précarité. Combien? Et donc ça touche beaucoup de monde, beaucoup plus large que ceux qui sont sous le seuil de la précarité, qui est quand même une donnée très financière. Et donc voilà, c'est leur donner l'information qu'ils puissent utiliser immédiatement dans leur quotidien pour l'améliorer. Merci Violaine. Dans ton édito, attends, parle pas tout de suite. Dans ton édito, tu dis « J'avais 9 ans quand j'ai compris ce qu'était vivre mieux. Le jour où mon père est revenu à la maison avec une grosse boîte en carton, dedans un objet aux formes futuristes, une télé. Notre vie allait changer. Puis le téléphone, l'ordinateur, l'internet, le portable. Chacun vivait mieux qu'avant, en cultivant l'avoir. » Voilà, je vous invite à regarder, je fais circuler Debout, et si on avait un coup de pouce ou une page de pub, ce serait quoi, Violaine, si on pouvait, en mettant un petit peu la lumière sur ce projet Debout, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On se lève tous. On se lève tous. Allez, vas-y, viens. Ça, c'est la génération d'Annette. Oh, les jeunes, vous ne savez pas. Merci. Et tu y réfléchis, je t'interrogerai, mais si vous avez quoi? Des relations, des connexions, du mécénat? Envie de distribuer Debout. Tout le monde aujourd'hui, je pense, peut avoir accès à Debout et y peut y aider. Et j'ajoute quand même, Gilda, que le mieux vivre avant, c'était effectivement dans l'avoir. Aujourd'hui, le mieux vivre, c'est plus l'avoir, c'est de l'être. C'est on vit. On veut vivre autrement, tout ce dont on parle aujourd'hui, de bien-être, de joie. En fait, tu me fais la conclusion là, c'est ça? Laisse-moi ton micro, merci beaucoup Violaine. Alors, je vais proposer tout de suite à nos invités de venir s'asseoir et je vais vous raconter un peu qui ils sont très rapidement, vous lire les bios. Je les ai imprimés en très gros pour réussir à les lire par coquetterie sans lunettes. Alors, Véronique Fayet, forcément, ça c'est pas dans le bon ordre. Je vais commencer par Nathalie, alors pour pas vous embêter trop. Nathalie Clochet-de-Lerme,
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez passé un temps, 14-15 ans chez McDonald's. Vous m'avez raconté votre parcours chez McDonald's, où vous avez, je vous donne le micro si vous voulez réagir et si je dis des bêtises, et où vous avez été une parfaite autodidacte. Absolument. Absolument. J'ai commencé chez McDonald's alors même que je sortais de terminale. Ouais. Je cherchais un job étudiant comme équipière polyvalente et en fait je me suis laissée embarquer dans cette entreprise merveilleuse qui à l'époque était gérée par des Américains et des Canadiens et qui m'a permis voilà, de me développer sur les thématiques en fait dans lesquelles ils avaient estimé que j'étais le meilleur, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est assez important, c'est de développer les gens pour leurs compétences. Et aujourd'hui, vous êtes... Et aujourd'hui, j'ai changé de vie il y a 17 ans. Je suis bordelaise depuis 17 ans et je travaille pour Cultura, où j'ai été directrice de la communication jusqu'à il y a 2 semaines, et où je viens de prendre le poste de déléguée générale de l'innovation et de la responsabilité sociale, ce qui m'enthousiasme au plus haut point. Ouais, c'est un joli parcours en tout cas. On va y revenir. Oui. Merci Nathalie. Guillaume Babst de Andes. Oui. Sans vous commander. Alors Guillaume, vous êtes le fondateur des épiceries solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire Andes? Prenez le micro qu'on ait l'air d'être organisé. On était parti dans ce jour sur l'association nationale des épiceries solidaires, mais ça faisait Anne. Donc on a rajouté le développement. C'est une bonne idée. C'était mieux. Ouais, c'est bien. Et donc, en 2 mots, le pitch avant que vous nous racontiez. J'étais directeur adjoint d'un office d'HLM, avant j'étais directeur des services de l'État, et avant j'avais créé un poney club et j'étais membre de l'équipe de France de l'obstacle à poney, parce que c'est moi qui monté. Donc c'était en arrière mal fait. Office d'HLM, beaucoup de gens qui ne payent pas les loyers. Globalement, c'est pas par choix, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. L'alimentation est une part prépondérante de leur budget. Plus on est pauvre, plus la part de cette alimentation est forte en proportion. Comment aider ces gens, les recevabiliser? L'assistanat est évidemment quelque chose de très beau, très noble, mais en même temps on peut avoir un effet pervers d'enfermer les gens dans une logique de don et pas d'échanger. Marcel Mauss m'a inspiré sur la notion du don et du contre-don. Donc j'ai créé en France il y a 16 ans les épiceries solidaires qui permettent à des gens très je le relais, de faire leurs courses, de choisir des choses de qualité et de s'acquitter d'une légère participation, 10-20% du prix, ce qui vaut le don et le contre-don. Ça c'est le début de l'histoire, j'étais tout seul, on est 171, on a un budget de 15 millions, on est partout maintenant en France, on aide à d'autres pays à se développer, sur le même sujet, la Grèce, l'Inde, je sais pas quoi, on travaille beaucoup en région bordelaise sur des petits agriculteurs qu'on accompagne. Je vais raconter tout ça, c'est une belle histoire. Merci Guillaume, bienvenue. Et puis on a Véronique Fayet, bienvenue également. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes engagé depuis très longtemps dans la vie associative. Vous nous racontez? Je ne vais pas lire votre bio, c'est plus sympa si c'est vous. Oui, engagé dans la vie associative depuis mes années étudiantes sans doute. Voilà, c'était à l'époque de la qualification de travailleurs migrants. Et puis un petit séjour en Afghanistan, toujours pour raison militante, parce que je croyais qu'on pouvait changer le monde et qu'on avait des choses à leur apporter, mais en fait non. Voilà, on a d'abord beaucoup appris, puis après on est rentré en France, riche de tout ce qu'on avait vécu là-bas en Afghanistan avec mon mari. Et au retour, un engagement avec ATD Quart Monde, et puis des élus de Bordeaux qui me connaissent par ce biais-là, et qui viennent me dire un jour, bon ben Chabon est d'accord, vous rentrez dans l'équipe. Ah bon, de quoi s'agit-il? Voilà, donc un saut dans la vie politique, imprévu, mais un saut, je crois que c'était sympa. C'était sympa? Alors non, le dernier mandat de Jacques Chaban-Delmas, non, c'était triste, c'était très très triste. Voilà, donc ce qui a été très sympa par contre, c'est 3 mandats d'adjointe avec Alain Juppé, en charge des questions de solidarité, lutte contre l'exclusion, insertion des jeunes, logement à la métropole, etc. Donc des choses très, très vastes. Et aujourd'hui, depuis 2014, donc imprévu aussi, voilà, je pensais prendre une retraite bien méritée. Et donc j'ai été appelé à la présidence du Secours catholique Caritas France, qui est une très 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 belle association que je découvre tous les jours, voilà, qui m'émerveille. Vous allez nous raconter, merci beaucoup. Merci. Sylvain.
Notre quatrième grand témoin, Sylvain Lepeinteur, vous avez créé la conciergerie solidaire. Vous êtes aussi un local, hein? Oui, à Bordelais. Bordelais. Alors, c'est quoi vous? Pas d'origine, mais j'ai adopté Bordeaux et j'espère que Bordeaux m'a adopté. Venez là, Véronique, je vais vite. Alors, donc, en 2 mots. En 2 mots, vous êtes qui? D'où je viens, qui je suis. Ouais. Alors après avoir fait un passage dans des grands groupes et avoir rejoint Bordeaux, je me suis interrogé sur le sens que je pouvais donner à mon action au quotidien dans ma vie professionnelle. Ce qui m'a valu de rencontrer de belles personnes et de participer à la conception d'un chouette projet qui s'appelle Darwin, que peut-être vous connaissez. Par le biais de cette aventure, j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise sociale qui existe depuis 5 ans, qui s'appelle la Conciergerie Solidaire, et qui a pour vocation d'apporter des services, même si finalement c'est un prétexte à la création de liens. C'est comme ça en tout cas c'est notre approche du métier, c'est comme ça qu'on envisage de continuer de nous développer. Voilà. Donc c'est une jeune entreprise, 5 ans, on est 27, on a un budget de 650-700 000 euros et on n'a pas fini de se développer. On est en train de créer le réseau des conciergeries solidaires en France, donc une aventure merveilleuse et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Oui, je pense. Merci Sylvain, merci beaucoup. Et notre dernier invité, c'est Hamze. Hamze qui est iranien. Je suis très content de vous avoir avec nous sur le plateau pour parler d'un sujet. Vous pouvez vous mettre où vous voulez, on s'en fiche en fait. Un sujet qui est tellement important quand on parle de notre société aujourd'hui, qui est le problème des réfugiés. Vous nous faites votre bio en cours parce qu'après vous allez nous raconter un peu plus longuement comment vous êtes arrivé d'Iran, dans quelles conditions et qu'est-ce que vous faites ici. Maintenant, en 2 mots, en Iran, je travaille avec ancien Premier ministre iranien. Ici, donc, je suis en France en tant que réfugié politique. Je vais raconter un petit peu l'histoire après. Ici, je travaille en tant que consultant pour le projet entre 2 pays. Et je suis président de Singa, association qui est accompagnée de réfugiés entrepreneurs. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Je reprends votre micro. Alors, vous avez entendu qu'on a un sujet de débat qui est un vrai sujet de thèse, parce que quand on dit le vivre mieux, déjà, chacun y met ce qu'il veut derrière, mais vous pouvez réagir quand vous voulez sur la vision que vous allez partager les uns et les autres avec nous, sur finalement, qu'est-ce qui, dans votre parcours, qu'est-ce que vous voyez de cette question entre riches et pauvres, en sachant que, Violaine l'a très bien décrit et introduit, qu'on est dans un monde de risques, de chamboulements, où on a le sentiment et l'angoisse profonde qu'à tout moment, on peut basculer du côté des plus pauvres, des précaires, des fragiles. Et c'est ça le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi, pour les entrepreneurs d'avenir, c'est d'obtenir de votre part quelques pistes de réflexion, ou en tout cas quelques liens qui peuvent résonner chez les entrepreneurs qui sont ici, dans nos organisations, sur le qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de ces fractures-là, et forcément on va parler de responsabilité sociale des entreprises et on va voir comment ça nous connecte les uns aux autres. Alors Véronique, en premier, d'abord je voudrais bien que vous nous disiez ce qu'est le Secours catholique, en quelques mots. En quelques mots, alors ça va pas être possible en quelques mots. Allez-y. Bon, alors, on va donner des chiffres, c'est malheureusement ce qui parle le plus. Donc, c'est une très très belle association qui vient de fêter ses 70 ans. Nous accompagnons chaque année à peu près 1,5 million de personnes, enfin, nous cheminons avec elles, qui sont quasiment toutes sous le seuil de pauvreté monétaire. Ça reste un indicateur imparfait, mais qui existe. Parmi eux, beaucoup d'étrangers. C'est quoi le seuil? Le seuil de pauvreté actuellement en France, c'est 1 000 euros. 1 000 euros par unité de consommation, comme dit l'INSEE, disons par personne, mais c'est vrai qu'un enfant de 12 ans compte au moins, et par mois. Voilà. Donc ça, c'est le seuil de pauvreté communément reconnu en France. Et donc, en France, il y a pratiquement 9 millions de personnes qui sont en dessous de ce seuil. Donc, c'est pas une petite affaire, c'est pas une petite question, cette question de la pauvreté. Voilà.
Et puis je chemine avec ces personnes, donc près de 70 000 bénévoles et salariés. Donc 1000 salariés seulement, donc vous faites la différence. Donc beaucoup de bénévoles, une armée de bénévoles, c'est notre force. Et donc c'est génial parce que c'est une force inépuisable. Autant les ressources financières sont souvent limitées, autant la ressource bénévole, elle est inépuisable. Et je pense qu'il y a encore du potentiel dans notre pays là-dessus. Et donc beaucoup de projets très différents. Donc notre image vieillotte vous fait penser peut-être à la distribution de colis alimentaires. Bon, de plus en plus, on passe à des épiceries parce qu'on pense que c'est plus digne, que c'est des lieux d'échange, de convivialité. On avait autrefois des vestiaires, on a maintenant des boutiques solidaires. Là aussi, les gens peuvent choisir, acheter, etc. Beaucoup de plaidoyer politique aussi, parce que notre ambition, c'est de changer les causes de la pauvreté, d'agir sur les causes structurelles, donc des liens avec les élus locaux, les élus régionaux, nationaux, européens, etc. Voilà, donc c'est une action multiforme et qui n'est possible que grâce à nos donateurs, parce qu'on est suivi, on n'a aucun fonds public. On est suivi par 500 à 600 000 donateurs qui sont fidèles, généreux, voilà, et sans qui rien ne serait possible et ne serait possible. Et là aussi, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de potentiel parce que les Français sont généreux et ils n'ont pas encore donné le meilleur d'eux-mêmes. On craignait que ça baisse justement les dons depuis 2008. Comment vous avez... Non, pour nous, ça ne baisse pas, mais ça prend des formes un peu différentes peut-être. C'est vrai que donc. Nous, notre donateur traditionnel, c'était plutôt quelqu'un d'âgé, plutôt quelqu'un de connecté avec l'Église catholique, voilà, qui faisait des dons très modestes. Le don moyen est assez modeste chez nous. Maintenant, il y a des jeunes qui veulent donner autrement, par Internet. L'autre jour, j'ai reçu un faire-part de mariage de quelqu'un de ma famille, qui disait, écoutez, nous, on se marie à 35 ans, on a tout ce qu'il faut. Voilà, la liste de 3-4 associations, faites un don. Donc ça, c'est une nouvelle façon de donner que j'ai trouvé géniale. Les jeunes, ils veulent donner sur du crowdfunding. Donc voilà, il faut à nous, associations, de nous adapter à cette nouvelle façon de donner. Mais le potentiel de générosité, il est là. Alors quand on a parlé ensemble du vivre mieux, moi j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait autant de bénévoles et que surtout c'était des bénéficiaires pour nombre d'entre eux, mais dans quelle proportion, qui sont eux-mêmes bénévoles. Et ça, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe, j'allais dire, sociologiquement. C'est-à-dire comment est-ce que tout d'un coup, alors qu'on a été aidé, on passe du côté des aidants et qu'est-ce qui se passe au milieu de ça? Parce que c'est dans ce que vous racontez les uns et les autres, c'est quand même toujours central. Oui, alors je crois que ça répond bien à la question, parce que c'est quoi vivre mieux, si on élimine le fait de gagner plus, toujours plus, bon, ça, je pense qu'on sera d'accord ici, peut-être que c'est pas ça, vivre mieux. Si vivre mieux, c'est être en relation avec d'autres, compter pour quelqu'un, avoir une place, se sentir utile, eh bien évidemment tout le monde a envie d'être bénévole, entre guillemets. Alors bénévole, nommé, identifié dans une association ou bénévole dans son quartier, faisant du bien. Le bénévole, c'est celui qui fait du bien. Et effectivement, de plus en plus, les gens chez nous qu'on identifie comme des bénévoles sont des gens en grande difficulté. Parce qu'ils ont un temps de chômage, un temps de précarité, et ils se disent, plutôt que de rester tout seul chez moi, la recherche d'emploi, ça m'occupe 2 jours par semaine, mais j'ai du temps à donner et j'ai envie de rencontrer d'autres gens. Et puis des gens qui viennent frapper à notre porte et qui, tout de suite, c'est-à-dire sans transition, et là je voulais un peu vous raconter une très belle histoire de Gironde, dans l'excellent journal Sud-Ouest, que tout le monde lit certainement en Gironde. Une jeune femme donc, qui est seule avec un enfant d'une dizaine d'années, qui est dans une vraie galère, donc elle raconte que la première fois, elle pousse la porte du secours catholique par nécessité, parce qu'elle s'en sort plus, avec la boule au ventre, la honte même, de se dire il faut que j'aille demander. Mais elle a la force de le faire pour son fils. Et elle dit que la première chose qui la surprend, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écouté, c'est la chose vraiment la plus précieuse pour moi. Voilà. Et donc nous, on l'a identifié dans nos statistiques d'accueil sur 1,5 million de personnes. La première demande des gens, et surtout ceux qui n'ont rien, c'est d'être écoutés. Voilà, être écouté sans être jugé, pouvoir parler, raconter sa vie ou ne pas la raconter, ne pas être obligé de répondre à des questions, qu'est-ce que vous faites, d'où venez-vous, quel est votre projet professionnel, comment vous élevez vos enfants, cette espèce
de contrôle social qui a du bon, mais qui peut être aussi très, très stressant. Voilà. Donc la première demande des gens, c'est être écoutée. Donc Vanessa, elle arrive, elle est écoutée. Et puis, spontanément, elle propose son aide, parce que ça se passe dans une boutique solidaire, comme un petit magasin de vêtements. Donc elle se sent l'envie d'aider, donc on comprend qu'elle le propose tout de suite, parce qu'après, elle dit « La honte s'est envolée. Je prends effectivement mon colis alimentaire si j'en ai besoin, parce que j'en ai toujours besoin, parce que j'ai que quelques heures de boulot par semaine, donc ça ne suffit pas pour moi et mon fils. Donc je prends le colis dont j'ai besoin, mais la honte s'est envolée parce que je me sens utile. Elle a un très bon mot, je le lis pour ne pas la trahir. Toute la différence, c'est qu'aujourd'hui, je me sens utile à quelque chose. On a besoin de moi ici. La solitude, j'en suis sortie, on échange, on se donne des tuyaux, on a l'impression d'avancer. Voilà, donc là, je crois que tout est dit. On voit bien que Vanessa, elle vit mieux. Alors, elle n'est pas sortie de la pauvreté, parce qu'elle a toujours que quelques heures de boulot, elle espère bien un jour arriver à un temps plein qui permettra d'être autonome. Elle n'est pas du tout sortie de la pauvreté, mais elle vit beaucoup mieux parce qu'on a besoin d'elle. Et nous, c'est une phrase clé qu'on utilise toujours au Secours catholique, « J'ai besoin de toi ». Mais ça, c'est un exercice qui n'est pas évident à faire, parce que quand on voit quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui est très cassé, quelqu'un qui est très dégradé, bon voilà, il y a les stigmates de la misère quelquefois qui sont lourds à porter. Dire à cette personne, dès qu'on la rencontre, j'ai besoin de toi, c'est vraiment un peu une révolution culturelle, oui, mais c'est ça qui remet les gens. Encore faut-il qu'on se soit occupé du minimum, c'est-à-dire de nourrir, de vêtir, de protéger, non? Si, bien sûr, il ne faut pas laisser les gens mourir de faim. Mais... Guillaume, ouais. Bon, en France, il y a peu de gens qui meurent de faim, il y a quand même un système social très protecteur, donc bien sûr, il faut donner un toit. Avec les réfugiés, par exemple, qui n'ont droit à rien, on est très très investi à Calais, auprès des réfugiés de Calais, enfin on était, puisque quand on a été démantelé. Mais donc évidemment, ces gens-là, ils n'ont rien, donc il faut donner un toit, de l'eau, des douches, de l'alimentation, mais c'est extrêmement, c'est très très exceptionnel. Et puis surtout, il ne faut pas faire de hiérarchie dans les besoins. Il y avait un sociologue qui s'appelle Maslow, qui est mon ennemi personnel. Il est mort, je crois, le pauvre, donc paix à son âme. Mais il avait inventé une pyramide des besoins, mais qui est une catastrophe. Parce qu'il y a une hiérarchie des besoins, donc il y avait d'abord les besoins primaires, donc effectivement manger, se vêtir, se mettre à l'abri, puis peut-être, je ne sais plus dans l'ordre, les besoins de loisirs, les besoins culturels, etc. Et quand on avait tout fini à la petite pointe, là, si vraiment on n'avait plus rien d'autre à faire, il y avait les besoins spirituels. Et ça, c'est une hérésie, parce que l'homme, il est un, et il a besoin en même temps de pain et de nourriture spirituelle. Et on pourra en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout de suite. On propose cette dimension-là aussi. Il a besoin aussi de culture. Voilà, en même temps. C'est pas parce qu'il est à la rue qu'il n'a pas besoin d'entrer dans une culture. D'ailleurs, je me souviens d'un homme de la rue qui vit toujours, d'ailleurs à Bordeaux, je le croise encore de temps en temps. Il est toujours avec un bouquin à la main. Il est impressionnant. Il oublie d'ailleurs de faire la manche parce qu'il est plongé dans son bouquin. Il vit dans des conditions terribles. Bon, mais c'est un personnage, mais le livre, pour lui, je pense que c'est ce qui le tient debout, quoi. Alors, je vous ai posé la question au téléphone, un peu gêné, j'avais pas envie de vous rentrer dedans, comme tout le monde, parce qu'on est quand même dans une société où on a quand même un problème avec le fait religieux, et je vous ai posé la question, si vous seriez embarrassé que je vous pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas du prosélytisme derrière ça? Comment vous faites avec ce bidule qui, dans notre société aujourd'hui, nous met même mal à l'aise, et je le dis moi-même chrétien parce que je vous l'ai dit au téléphone, donc je le dis encore plus facilement, on n'est pas à l'aise avec cet habit-là. Comment vous réagissez, vous, Secours catholique, sur ce point-là, et cette espèce de défiance qui se promène sur le fait religieux dans la société, à se dire finalement, est-ce que c'est à eux de s'occuper de ça? Ah non, on est très à l'aise, hein, je vous rassure. On est très à l'aise et très fiers de s'appeler Secours catholique, parce que c'est notre identité, c'est notre histoire, parce que de tout temps à jamais, l'Église catholique et dans le monde entier, c'est quand même beaucoup engagé auprès des plus pauvres, hein, de manière visible ou invisible, donc je pense qu'on est porteur de toute cette histoire-là. Et puis surtout, catholique, ça veut dire universel. Donc on est vraiment
accueillant et ouvert à l'universel, c'est-à-dire dans les gens que l'on accueille et dans nos bénévoles. Il y a des gens qui sont cathos, alors il y a tout le panel de l'IGI qui est catho, il y a la grenouille de Bénitier, et puis il y a celui qui a été baptisé, mais bon, voilà, qui est plus trop dans le coup, mais bon, voilà, qui se réclame quand même du catholicisme. Il y a celui qui est athée, il y a celui qui est agnostique, il y a celui qui est musulman, il y a celui qui est tout autre chose. Donc on a tous ces gens-là, à la fois dans nos bénévoles, dans nos salariés, et surtout dans les personnes accueillies. Et tout ça cohabite très bien parce qu'on est très clair sur nos valeurs. Voilà. Et donc les valeurs, des valeurs humanistes que je ne détaille pas ici, de l'accueil de l'autre, du désir de la rencontre, de la volonté de construire un monde plus juste et plus fraternel, et ben, toute personne qui se retrouve là-dessus, on l'accueille. Voilà. Et on oublie, et alors sans prosélytisme, on est très attaché, et de plus en plus, je pense que même au Secours catholique, on redécouvre cette dimension spirituelle de tout homme. Voilà. Et on se dit que c'est vraiment très grave d'oublier cette dimension-là. Le pape François, là, qui est un peu notre référence, puis on peut dire qu'il nous aide en ce moment, c'est quand même... Et puis il est plutôt à la mode en ce moment. C'est quand même plaisant d'avoir un pape comme ça. Il dit « La plus grande discrimination dont souffrent les pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. » Mais spirituel ne veut pas dire religieux. Spirituel veut dire accès à la culture. Voilà. Ce qui est spirituel, vouloir accéder au spirituel, c'est refuser tout ce qui déshumanise. La spiritualité, c'est refuser ce qui est inhumain. Le spirituel, c'est ce qui donne sens à la vie. C'est la beauté, c'est la gratuité. Voilà. C'est tout ça le spirituel, avant d'être le religieux. Voilà. Et donc, cette dimension, elle est très forte en tout homme. Et on doit le proposer. Et je pense que beaucoup d'ONG ne sont pas centrées sur cette dimension-là, ou l'ont oublié. Voilà. Et nous, on redécouvre, mais avec beaucoup de force, que c'est une dimension essentielle de l'homme. Donc c'est ça qui vous remet debout personnellement. Si on fait le test là, chacun d'entre vous, c'est vos valeurs, c'est le sens que vous donnez à votre vie, c'est ça qui vous tient debout, c'est pas autre chose. C'est ça votre J'aurais richesse. demandé à chacun de placer debout dans leur dernière phrase. Merci Véronique. Je vous laisserai réagir. Moi qui ai déjà une réaction tout de suite, si c'est vraiment quelque chose une impulsion forte, ok. Bravo, bah, c'est sympa, faites-le maintenant. Merci beaucoup. Je vais vous demander de passer le micro à Nathalie, parce que le lien, il y a un lien très fort dans ce que vous venez de nous raconter, Véronique. C'est effectivement le spirituel et le culturel. L'histoire de Cultura que vous allez nous raconter est assez incroyable. Vous nous en dites deux mots. Et puis après, le deuxième lien, parce que je vais l'oublier après, c'est le fait d'accueillir sans juger. Et ça, j'ai trouvé qu'entre vous deux, il y avait ça dans vos propos. Alors, Cultura est une entreprise jeune, on a 19 ans. Elle a été créée par Philippe Van der West, qui est le fondateur et qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire de Cultura. C'était d'abord, au travers des zones d'implantation des magasins, développer une offre culturelle inexistante, puisqu'on sait que souvent les librairies sont en centre-ville et mis à part la grande distrib, il n'y avait pas d'offre culturelle digne de ce nom. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, c'est dans l'approche culturelle que nous avons, à savoir une approche très ouverte et pas du tout élitiste. Et c'est pour ça que dans nos magasins, il y a à la fois l'offre du livre, l'offre traditionnelle, mais il y a aussi tous les loisirs culturels et jusqu'aux instruments de musique que l'on trouve dans nos magasins. Et ça, c'était déjà dans l'ADN de Cultura extrêmement fort, parce que Philippe est convaincu que l'homme se construit aussi au travers de l'éducation, du savoir, de la libre pensée, et qu'il a besoin des nourritures spirituelles pour devenir un homme libre. Donc c'était déjà un acte fondateur important. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Aujourd'hui, on a 73 magasins. Ouais, c'était très vite. On a été très vite. Et moi qui suis rentrée chez Cultura alors même qu'il n'y avait que 3 magasins, donc il y a 17 ans, j'ai dit à Philippe, puisque la baseline de Cultura au départ c'était loisirs et culture pour tous, qui faisait un peu commandement stalinien, j'ai dit à Philippe, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement pour aider les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'acheter de la culture? Parce
puisqu'en fait, nous sommes des commerçants. Et il m'a dit, je vois très bien où tu veux en venir, on va attendre quelques années. Et tous les ans, je retournais le voir et je disais, Philippe, la fondation, c'est pour quand? Philippe, la fondation, c'est pour quand? Et un jour, il y a 6 ans, il m'a dit, Nathalie, la fondation, c'est le moment. Puisqu'on a maintenant suffisamment de magasins. Et donc, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir lancer la Fondation Cultura, dont l'objet, tout naturellement, est l'accès à la culture. Mais moi, il y a quelque chose. chose. À côté de moi, quand même. Le premier partenaire de la Fondation Cultura, puisque vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a les nourritures terrestres et puis il y a les nourritures spirituelles. Et donc, on a mené notre premier partenariat avec les épiceries Andes, puisque l'important c'était aussi de pouvoir proposer une offre culturelle aux bénéficiaires de l'épicerie. Mais ce qui m'a surpris quand on a discuté ensemble, c'est que vous avez voulu évacuer très vite le fait que votre entreprise est une entreprise qui fait du profit. Et donc, que de parler de sujets d'accompagnement social, vous n'étiez pas très à l'aise avec ça. On peut creuser un peu ce sujet-là, parce que c'est intéressant de voir cette... on dirait qu'il y a deux mondes, en fait. Hein. Il y a le monde des entreprises capitalistes qui font du profit et le monde associatif, les ESS, etc. C'est vrai que je me suis posé la question de la légitimité de venir témoigner aujourd'hui, mais ça m'est vite passé. Ça m'est vite passé et je suis extrêmement fière justement de pouvoir parler de ce que fait l'entreprise et qui ne se voit pas forcément. On a la richesse bien sûr de ce que l'on apporte, la richesse de la création d'emplois et pour vous qui êtes encore étudiant, on va recruter 200 collaborateurs l'année prochaine chez Cultura. Donc 150 cadres et on va ouvrir 10 nouveaux magasins, donc on a besoin, ça aussi c'est une richesse. Et puis il y a aussi tout ce qu'on fait qui ne se voit pas, dont la fondation, dont les actions que l'on fait pour nos collaborateurs, dont l'opportunité que l'on donne à nos collaborateurs d'être acteurs d'un projet tourné vers les autres, puisqu'on incite au travers du mécénat de compétences nos collaborateurs à avoir une action en dehors de la vie d'entreprise, justement, pour emmener de la richesse, créer du lien, c'est quelque chose d'important. Donc finalement, je me suis dit que c'était tout à fait légitime d'être là aujourd'hui, de venir en parler, et encore plus au travers de cette nouvelle mission qu'on m'a confiée, puisque je compte bien devenir une entreprise remarquable et remarquable. Félicitations, en tout cas, félicitations pour votre parcours, Nathalie, parce que, et ce qui est incroyable dans ce que vous m'avez raconté, c'est le fait que chez McDo, comme chez Cultura, on vous a accueilli sans jugement. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant dans les pistes qui nous concernent tous dans nos organisations, cette capacité à être hors du jugement. Je voulais le signaler parce que je trouve que c'est un lien puissant entre vous tous. Et puis il y a autre chose aussi qui m'a touché, qui est vraiment peut-être stupide, c'est quand je vous ai demandé, est-ce que les gamins qui viennent dans un coin du côté des BD, qui s'assoient par terre et qui lisent les BD plutôt que les acheter, est-ce que vous les sortez à coups de pied dans le derrière comme certainement pas. Et ça, je trouve que c'est aussi culturellement très important, c'est qu'il y ait une offre justement pour que les enfants puissent lire, puissent passer un moment, enfants ou adultes. J'aime bien dire que nos magasins sont aussi des lieux de vie. Bien sûr, il y a l'acte marchand, qui nous permet d'ailleurs de faire le reste à côté. Et puis il y a aussi les espaces de vie. Il y a l'atelier de loisirs créatifs, il y a une scène aussi où l'on accueille des jeunes artistes. Il y a des signatures organisées pratiquement tous les jours dans nos magasins. Il y a le fait qu'on puisse s'asseoir, prendre un livre et puis passer du temps sans qu'on ne dise rien. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre. Merci Nathalie. Alors ça fait le lien forcément tout de suite avec Guillaume. Ça ne m'étonne pas que vous avez été tout de suite partenaires l'un et l'autre, parce que cette histoire des épiceries solidaires, c'est peut-être surtout un lieu d'écoute, un lieu d'échange, un lieu de considération. Oui, ça va être très compliqué finalement de se démarquer, parce qu'en fait je pense qu'on est tous sur le longueur d'onde. Oui, d'ailleurs, alors tu m'aides pour un truc, c'est que je vous prie d'excuser Alexandra Palt, directrice RSE de L'Oréal,
qui malheureusement est souffrante et qui nous aurait donné le contre-champ, parce que c'est vrai qu'on est ici dans un milieu qui se ressemble beaucoup. Hein. Non mais, enfin, on le sent, d'abord, vous l'avez compris en écoutant Nathalie, il y a beaucoup d'humanité, et c'est ça aussi qui est très fort, et que finalement, on peut être une grande entreprise, on peut avoir une vision commerciale, marchande, et on peut ne pas être autiste du monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est souvent porté par des hommes, et heureusement c'est une femme, mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans toutes les entreprises, quel que soit le champ d'activité dans lequel ils sont, elles ont une capacité à aller vers les autres. Et moi je serais le premier à défendre, ça vous fait rire sans doute, les grandes entreprises. Bah, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Owen Jones, le patron de L'Oréal, qui avait dit la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas au mur de son usine. Donc c'était déjà une perception de cette connexion au monde. Et puis pour faire du bien, pour financer le bien et du social, il faut la richesse. À un moment aussi, il faut pas se leurrer. Plus il y a de profit chez Cultura, allez-y, plus Cultura vous aidera. Donc, non. Alors, bon, l'idée des épiceries solidaires, c'est. Moi j'aime souvent à dire que c'est pas très beau, ça peut parfois pas être très bien compris, mais c'est un prétexte. C'est la clé d'entrée, c'est la lumière qui fait qu'à un moment, des gens viennent, et Véronique l'a parfaitement dit, imaginez comme c'est complexe d'aller dire, moi en tant que parent, dans l'acte fondamental de nourrir mes enfants, c'est quand même en tant que parent la première des choses, je ne suis plus en capacité économique de nourrir mon enfant. Là, vous renvoyez la personne dans le stade ultime de la culpabilité, c'est terrible. Alors avec un système en plus en France qui est à la fois, Véronique l'a très bien dit, plutôt pas mal organisé, il y a pas mal d'acteurs qui font globalement pas mal leur boulot, puis en même temps ce contrôle social qui est très très fort. Et en gros, il y a une sorte de suspicion générale de que si on est pauvre, peut-être quelque part on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, quoi. Alors, c'est très curieux d'ailleurs, quand on en parle aux psychologues ou aux sociologues, il y a deux choses en France, il y a le handicap et la pauvreté. En gros, le handicap, c'est vous ne l'avez pas fait exprès, ça vous est arrivé dessus, ça c'est pas de chance, et là on va vous aider. La pauvreté, peut-être que, hein, voilà, donc c'est toujours très complexe. Et donc on est un peu déshabillé, on a peur de à poil devant ces travailleurs sociaux, mes amis, qui sont toujours un peu quand même dans une sorte d'acquisition, et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc il faut trouver des lieux, et là c'est là où vraiment les valeurs du secours catholique, au sens voilà, spirituel, hein, et nous on est très proches, c'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre les gens tels qu'ils sont. Ils viennent comme ça, comme ils sont, on n'a pas à juger. Et là, on est là pour essayer. Pardon, comme chez McDonald's. Oui, bah oui, comme chez McDonald's. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas après tout, hein. Et finalement, mais ils font énormément de choses McDonald's, ça on ne sait pas. Enfin, moi je suis un grand défenseur de McDonald's, encore ce matin j'ai dit encore défenseur de McDonald's, donc ça me fait toujours rire de faire ça, mais voilà, c'est le côté un peu provoqué. Mais voilà, prenons les gens tels qu'ils sont. On est là non pas pour juger, on est là pour constater une situation et essayer d'apporter une solution momentanée, plus longue, qui correspond aux besoins des gens. Alors moi, évidemment, là c'est là où je vais me distancier avec Véronique, mais je ne fais pas provoque. Hein. Moi je suis très inquiet sur mon bénévole, c'est-à-dire que c'est une nébuleuse incroyable, qui a à la fois une force extraordinaire, et oui tu as raison, on peut... Hein, en même temps, parfois les raisons du bénévolat s'obscurent, moi les gens qui viennent voir, qui disent je viens vous aider parce que je veux faire du bien, ou je veux réparer le monde, ça me fait très très peur, quoi. Parce qu'on vient avec ses propres repères, ses propres représentations, et on arrive à dire ah ouais, il est pauvre, mais il est en Mercedes. Excusez-moi, mais de quoi vous me parlez, quoi, hein. Une Twingo, ça coûte très cher, la Mercedes, on a plein de cases partout, dans toutes les cases, ça coûte rien, ça coûte une fortune à utiliser, sans doute en carburant et tout, mais de fait, quand on a un petit budget, bah, il vaut mieux acheter une Mercedes qu'une Twingo, voilà. Et du coup, on a un bénévole qui va dire ah oui, moi j'ai pas l'argent de... Bah oui, je sais, mais c'est pas le problème, quoi, voilà. Donc ça, c'est une grande difficulté. Alors, pour revenir à la richesse ou à vivre mieux, ou je sais pas ça, qui est le sujet fondamental, oui, je pense que la première symbole de ça, c'est effectivement l'exclusion sociale, c'est de ne plus être en réseau, de ne plus être connecté, de ne plus pouvoir parler à quelqu'un. Et d'ailleurs, beaucoup d'associations ont aussi, de manière involontaire, engendré cet effet pervers. C'est-à-dire qu'en donnant à quelqu'un le besoin, la ration alimentaire, finalement, on lui interdit d'avoir des amis, d'inviter du monde à dîner. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un peu exprès de pousser le bouchon, mais c'est pour qu'on réagisse, pour qu'on discute, quoi. Et donc, il y a une perversité. Donc oui, personne ne meurt de faim en France, globalement. Que la première qui a vu quelqu'un mourir de faim, j'étais la première pierre. J'ai vérifié, il n'y a pas de pierre, tout va bien. Voilà. Mais en même temps, d'abord, on les nourrit très très mal. On les nourrit très très mal. Et ça, depuis 25 ans. On a créé, alors, toutes les études de santé le disent, seul 1,2% des pauvres mangent les 5 fruits par jour, les 5 portions, ne mangent pas de poisson, pas de laitier. C'est pas parce que les pauvres sont nuls,
c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de leur fournir des fruits et légumes et des poissons et des produits laitiers. Parce que c'est compliqué. Parce que quand on nous fait la belle collecte la semaine dernière des banques alimentaires, on vous a surtout dit, ne nous donnez pas de poire et de jambon, c'est trop compliqué à gérer, donnez-nous des pâtes et du riz. Donc vous voyez qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur nos propres pratiques et voir comment on les fait évoluer. Alors, la rencontre avec Cultura, puisqu'on est sur le vivre mieux et la culture, elle n'était pas évidente. Les nourritures terrestres, c'était les nôtres, c'était des fruits et légumes, c'était à Rungis, il faisait blafard, il était 8 h du matin, son président, qui était même charmant, était quand même un autre monde que nous, quoi, hein, il faisait la chose. Il fallait la force de persuasion de Nathalie, et puis quelques-uns de l'équipe, qui ont dit, mais c'est intéressant. On a besoin pour se construire, oui, de manger. Oui, cette fameuse pyramide, elle est sans doute discutable, mais en même temps, tant qu'on a le ventre vide, ma grand-mère dit toujours, ça m'arrange bien, à sa vie, tient pas debout. Donc, à un moment, il faut manger. Ah, la grand-mère, il a placé debout, c'est bon, j'en ai deux. Okay. Ouais, yes. Tu te souviens? Ah non. À 40 bars. Les fruits et légumes. Et donc, voilà, il y a le besoin de manger, qui est un besoin physiologique nécessaire, et voilà. Et puis, très vite, il faut aller plus loin. Alors, je sais pas si... Moi, je suis d'accord avec vous, Véronique, oui, il n'y a pas de hiérarchie, c'est aussi important d'avoir du lien social que de manger et inversement. Et en même temps, si on ne mange pas, on meurt. Tandis que si on n'a pas de lien social, on meurt à petit feu d'autre chose. Voilà, donc c'est... Alors, la culture pour tous, on l'a pris au jeu, on nous dit, mais attendez, la culture pour tous, vous la faites vraiment pour tous, nous? Parce que c'est votre baseline, mais il faut aller jusqu'au bout. C'était. Donc c'était quoi le partenariat? Alors, c'est un truc très drôle. C'est finalement... Ça dure toujours. On a décidé, nous, d'être marieurs. Et c'est quand même le plus beau métier du monde d'être marieur. Donc on a dit, sur la base du volontariat évidemment, parce qu'on ne va pas faire un truc comme à la télé où on marie des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont jamais vus, presque. On a dit voilà, on va paxer, de manière juridique avec un cadre, un magasin Cultura et une épicerie solidaire. Et l'idée, c'est qu'on puisse faciliter l'accès des gens qui vont dans les épiceries. Il y a souvent des ateliers connexes autour de l'alimentation, c'est facile, évidemment, on parle de bouffe, de la parentalité, plein de choses. On va les emmener vers la culture. Et donc, ce qui était ambitieux dans l'histoire, c'était de dire, les dotations financières, c'est vachement important, en même temps, c'est pas le sujet, par contre, c'est comment on va faire pour que des gens qui fréquentent une épicerie puissent aller à l'atelier de création scrapbooking ou champagnie créatif dans un magasin, et comment on va inverser le rôle aussi, et que des salariés de Cultura viennent venir dans ces métiers de compétences. Alors ça s'est fait de manière d'abord un peu lente, parce que tout ça, il faut s'apprivoiser, on a des cultures différentes, parce que les présidents d'associatives, elles sont prises le mercredi à les petits-enfants, puis que le mec chez Cultura, on met du reporting, puis il faut qu'il se dépêche, et puis s'il appelle 3 fois que le mec ne répond pas, il dit je passe à autre chose. C'est toujours un peu compliqué, on a un problème de s'apprivoiser, hein, et ça prend du temps de s'apprivoiser. Même si nous on est convaincus, il faut que ça perde et que ça aille jusqu'en bas. Et puis on a vu des choses étonnantes, on a vu des ateliers de culture, de lecture, des décos de vitrines qui ont été faites par les équipes de Cultura, cette compétence, voilà, des salles de cinéma, comme ça. Et tout ça, ça a permis de décloisonner deux mondes qui étaient complètement différents, qui n'avaient après pas beaucoup d'occasions de se croiser. Alors ce qui est super intéressant pour l'entreprise, me semble-t-il, c'est là où la RSE elle est passionnante. Moi, je suis, comme beaucoup de gens ici, plutôt de nature d'histoire, culturelle, familiale, catholique. Ok, c'est très bien. Moi, j'ai une nouvelle passion, une nouvelle déesse, c'est la RSE. Elle est fantastique, la RSE. Parce que la loi, ce qui n'est quand même pas idiot également, qui n'est pas idiot, en mettant cette obligation de RSE, et en mettant évidemment cette amende qui va arriver en 2017, elle va obliger les entreprises à s'investir sur ces sujets. Alors, il y a celles qui vont le faire uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix, et puis il y a des entreprises qui ont été précurseurs, comme par exemple Cultura, il y en a plein, mais là on parle de Cultura, il y a plaisir. Ben voilà, ils ont anticipé là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le salarié de Cultura, quand il va venir dans une épicerie pour animer un atelier de culture, de lecture, de compte, ben, il va falloir que Cultura continue à tourner. On ne va pas dire aux clients de Cultura, excusez-moi monsieur, aujourd'hui c'est fermé, désolé, voilà. Il va falloir que les gens travaillent ensemble, plus que de notion de silo entre eux, d'accord ? Et nous, on va évidemment profiter de l'expérience, de la compétence, et je pense que nous aussi, on va enrichir d'une autre vision du monde les gens qui travaillent chez Cultura. Voilà, et je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors c'est très compliqué, c'est très lent, parce que ça descend tout doucement, et que le fantasme de tout le monde, et sans doute de Philippe, c'est que jusqu'à l'autre de caisse la plus éloignée du siège de Cultura soit consciente qu'il existe une fondation, et que l'entreprise fait du bien. Mais c'est un vrai challenge qui s'inscrit dans le temps,
Et moi, je suis très très heureux, évidemment, que Cultura nous ait choisi sur un sujet qui n'était pas gagné d'avance. On était comme deux mondes différents. Mais je conclue toujours, ou je commence, alors je conclue cette fois-ci, par quelque chose qui m'a marqué moi personnellement, c'est ma vie personnelle, je suis désolé, je suis en train de ma vie, à l'enterrement de mon grand-oncle, par exemple. À l'enterrement de mon grand-oncle, à Saint-Sulpice, à Paris, vous imaginez la place, il y avait des brochettes de ministres, il y avait des gens très bien, il y avait la famille, évidemment, les petits-enfants et les amis proches. Celui qui pleurait le plus, c'est-à-dire en dehors des convenances, la douleur, c'était Krasuki. C'était Henri Krasuki, leader de la CGT. J'ai oublié de vous dire, celui qu'on enterrait, c'était le président du MEDEF. Donc, ce que je veux dire par là, et je le crois chevillé au corps, c'est qu'à un moment, on peut être dans des postures, dans des schémas, des missions, qui sont effectivement très différentes. C'est pas, je crois, totalement indécent de dire que Cultura est là pour faire du profit. Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus, que c'est quand même leur fonds de commerce, d'accord? Et pour autant, on est capable, ils sont capables, et nous on est capables d'entendre, qu'on peut faire des choses intelligentes ensemble, même si a priori tout nous oppose. Et Henri Krasuki n'est pas ce son audio qui confondait 3-0 la télévision, le grand oncle qu'on enterrait, Paul Huvelin, et lui parlait d'opéra, de musique classique, c'est ce qui les rejoignait. Et malgré le fait qu'ils étaient dans deux silos excessivement presque opposés, le MEDEF et la CGT, ils avaient un respect incroyable, et ils arrivaient à faire des choses, et notamment des grandes choses, puisqu'ils ont écrit les accords de Grenelle, qui n'étaient quand même pas les plus mauvais pour le monde ouvrier. Donc vous voyez, voilà, sortons de nos clichés, sortons de nos silos, tendons-nous la main vers les gens qui ont besoin de cette main, dont ceux dont parle Véronique, c'est sûr, mais parlons aussi de cette main entre le monde économique et les ONG, les associations. Voilà, il n'y a pas de choses idiotes. Voilà. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce qu'on entend là très clairement, c'est qu'on se nourrit de liens sociaux et que c'est la relation à l'autre qui fait qu'on a le sentiment de vivre mieux, ou que l'on vit mieux, en tout cas qu'on vit mieux dans son groupe, dans la société. Sylvain, le Pater, vous avez créé la conciergerie solidaire, c'est exactement le même principe. Donc vous êtes bordelais, vous avez monté ça chez Darwin avec une opportunité géniale qui vous était offerte, il y avait combien de personnes qui allaient vivre sur Darwin? 500, 800 Oui, un peu plus de 500. Un peu plus de 500. Et donc vous avez eu l'opportunité de proposer à Darwin d'être la conciergerie. Et donc aujourd'hui, vous faites... Darwin. Pas qu'à Darwin, c'est pour ça. Je vais redonner l'origine. Et donc aujourd'hui, vous faites quoi pour que les gens vivent mieux? Et comment est-ce que vous opérez? Alors, au départ, quand on s'est créé, on adressait nos services aux salariés des entreprises. Mais toujours avec cette idée de création de liens, ce que je disais en préambule. Donc on a commencé par là, c'est ce qui finalement était le plus facile à mettre en place. Et puis petit à petit, en avançant et en réfléchissant au contact de notre territoire, aux besoins de ce même territoire, on a eu l'occasion de faire de belles rencontres et on a amorcé un projet de conciergerie de quartier, d'ailleurs avec Véronique à l'époque, quand elle était adjointe au maire Alain Juppé, et on a lancé une première expérimentation. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous apporte mon pantalon pour l'amener au pressing et je le récupère demain matin à mon bureau? C'est ça, mais c'est pas que ça. Bah oui, j'espère, parce que sinon je suis un peu déçu. C'est ça. C'est quoi la différence? On utilise ça comme prétexte en fait. D'accord. L'expérience est née dans un quartier vide de tout, puisque c'était tout neuf, il y avait encore des travaux partout, les habitants arrivaient au compte-gouttes, et il se passait rien dans ce quartier, il n'y avait aucune identité de quartier, il y avait rien. Il n'y avait même pas un commerce. Dans un éco-quartier, les gens devaient prendre la voiture pour aller chercher du pain, ce qui est un non-sens, quoi. Et donc, on s'est dit, bon, on va commencer, puisque nous, on est très dans l'action. Donc, on ne fait pas des grandes recherches dans des bibliothèques pendant des mois et des mois. Nous, on essaye, on teste, Vous allez chercher on le pain. ajuste. Et on va chercher le pain aussi. Donc, du coup, on s'est mis, effectivement... on s'est installé dans ce quartier en même temps que les premiers habitants et on a commencé par proposer des services, mais avec déjà à l'époque une envie de devenir un acteur de ce quartier
pour arriver à créer du lien entre les gens, pour arriver à créer une identité de quartier et contribuer, parce qu'on n'est pas les seuls à agir dans un quartier évidemment, mais essayer de catalyser un peu toutes les initiatives associatives, des initiatives mairies, des initiatives des habitants, etc. Et essayer de catalyser tout ça pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait, et qu'il y ait des frottements qui s'opèrent entre les gens et entre les habitants. Donc petit à petit, on a progressé dans cette idée-là. Ça vous est venu comme ça? Vous vous êtes dit, je vais faire une conciergerie, et après, vous avez vu qu'il y avait des endroits où il n'y avait même pas un troquet, où les gens pouvaient aller discuter, et du coup, vous vous êtes dit, ça va être solidaire, il va y avoir... Non, c'est venu comment? C'est venu en essayant de comprendre les logiques à la fois de la ville, qui avait envie que les habitants de ce quartier vivent bien, et c'est venu aussi parce qu'on a discuté avec l'aménageur de ce quartier, et on a essayé de comprendre les enjeux en fait, des uns et des autres. Et alors ça, c'est un peu vrai pour notre entreprise plus globalement, et je rejoins ce que disait Guillaume, on fonctionne beaucoup en silo, on a les entreprises classiques d'un côté, on a les associations de l'autre, et puis tous ces gens-là font plein de belles choses, et puis jamais ils arrivent à se parler parce que finalement ils ne se connaissent pas. Encore un problème de lien et de communication les uns envers les autres. Donc nous, on s'est toujours positionné au milieu de ce triptyque, acteur institutionnel, acteur de l'économie classique, et puis acteur de l'économie alors sociale et solidaire, caritative, bref, on appelle ça comme on veut, et en essayant de créer des ponts. Et donc on était pleinement dans cet objectif-là, en créant des ponts entre une mairie, entre un aménageur, un promoteur immobilier, et puis nos partenaires qui réalisent les services pour nous, qui sont pour la plupart des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc ça peut être des associations, des entreprises adaptées, etc. etc. Et on s'est dit comment on arrive à faire monter une mayonnaise entre tous ces gens-là pour mettre du bien et faire en sorte que les gens vivent bien dans leur quartier. Mais pour qu'on visualise bien, c'est un lieu, donc c'est un quartier, un nouveau quartier de la ville, et c'est un lieu, c'est une boutique, c'est une sorte de JC où il y a des baby-foot, c'est quoi? C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Alors, on n'a pas encore été au bout, hein, parce qu'on a plein d'idées dans la tête, mais c'est compliqué, c'est long, c'est... Tu veux dire que tu avais le premier bout, tu montres les deux bouts? Ouais, c'est ça. Les deux. Allez, 3. Donc ouais, dans notre idée, c'est vraiment un lieu de vie. C'est un lieu de vie où on peut s'échanger des services entre voisins. C'est un lieu de vie où on vient emprunter une perceuse plutôt que d'en acheter une. C'est un lieu de vie où on vient proposer ses services parce qu'on habite dans le quartier et puis que plutôt que d'aller garder des enfants à l'autre bout de la ville, autant garder ceux du voisin d'au-dessus ou d'en dessous. C'est réinventer en fait ce qui existait avant dans toutes nos résidences en pied d'immeuble. On avait un concierge ou un couple de concierges qui vivait dans une loge et qui avait un rôle social primordial. Qui disait le petit bonjour le matin, qui passait le coup de serpillière dans la cage d'escalier, puis qui en profitait pour parler avec la voisine du dessus, qui donnait le courrier, etc. Et on fait tout ça. Sauf que aujourd'hui, économiquement, on ne peut pas se permettre d'avoir, parce qu'il y a des réalités économiques quand même, il ne faut pas être utopiste. Et donc, avoir un couple pour une copropriété, payer le salaire de 2 personnes, la loge, etc., c'est devenu trop cher. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas être intelligent, mutualiser ce système-là qui fonctionnait quand même bien, et de le partager au sein du quartier, et de le partager entre plusieurs copropriétés dans un même quartier. Donc, Qui paye Justement, l'ensemble des copropriétés. C'est dans les charges des copropriétaires? Elles peuvent effectivement répercuter une partie dans le... Alors c'est là la difficulté si on ouvre le chapitre modèle économique, puisqu'on est une entreprise sociale et on ne se cache pas d'avoir envie de faire du profit. Hein. On est un peu l'espèce d'intermédiaire entre des grands qui vont faire du profit pour faire du profit, et puis des associations qui vont faire appel à du bénévolat. Et là, une fois de plus, je rejoins Guillaume, j'observe de plus en plus
les limites du bénévolat, c'est toujours les mêmes qui s'y collent, soyons clairs. Et à un moment, ces gens-là, ces bonnes volontés, se fatiguent, ils s'épuisent, et même si elles ont envie, il y a des réalités qui font qu'on ne peut pas être partout et qu'on ne peut pas être dans tous les conseils d'administration de toutes les associations de son territoire. Et donc vous entendez bien avec Bouygues et les autres, ça se passe bien? On s'entend avec la plupart des aménageurs et des promoteurs. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, ils doivent rajouter à leur offre ces services-là. Alors, ils prennent conscience. Clairement, ça c'est une tendance actuelle. On observe que, et tant mieux, on observe que tous ces gens qui imaginent la ville de demain, que ce soit des urbanistes, des promoteurs, des aménageurs, etc., commencent à se dire, ça serait bien que nos gens, au-delà des aspects matériels et confort des appartements, etc., vivent bien dans les quartiers. Et c'est chouette, et pour nous, ça nous ouvre un champ incroyable d'innovation et puis d'innovation sociale. Et c'est notre dada, en fait. On essaye de tirer la pelote pour arriver à créer un concept qui soit... Qui tienne debout. Qui tienne debout, je l'ai. Merci. Merci Sylvain. Notre dernier intervenant maintenant, qui va nous emmener dans une toute autre sphère, et j'ai dit en préambule, qui va nous amener à parler des réfugiés. J'ai été très surpris sur la table ronde précédente, où l'on parlait de leadership. Je ne sais pas si vous étiez pour certains dans la salle, où on parlait de leadership, et où on parlait des attitudes. Moi, tout de suite, j'ai pensé à vous, à notre conversation, à me dire comment est-ce qu'on peut juger des bonnes attitudes alors que l'on est dans une mixité culturelle, alors que l'on doit aujourd'hui intégrer, travailler dans des écosystèmes où on va trouver de l'altérité, parce que je ne sais pas moi si je peux embaucher un Iranien demain dans mon agence, je ne sais pas si on s'entendra bien, si on mangera pareil, si on rira des mêmes blagues. C'est pour ça que je suis content que vous soyez avec nous, que vous nous racontiez en 2 mots comment vous êtes arrivé ici, et puis ce que porte le projet Singa. Et entre parenthèses, dans la majorité de mon réunion professionnelle, je cache mon identité réfugiée. Ok. Bon bah désolé, vous oubliez. Non. Parce que ça joue. En gros, je suis né en Iran. Je fais master dans electronic engineer dans mon ville de naissance, Yazd. Après, je fais le master de sciences politiques à Téhéran. Je travaille dans un think tank en tant qu'executive manager qui est proche de l'ancien Premier ministre iranien. J'étais son chef de campagne de jeunesse en élection présidentielle 2009 au niveau national. L'élection soldée par crise politique, j'étais arrêté. C'est la raison pour laquelle, depuis 2010, je suis réfugié politique en France. En claquant de doigts, je perds tous mes réseaux sociaux professionnels. Donc, j'ai démarré des boulots et j'ai compris que sans réseau et capitaux sociaux, toutes mes compétences et expériences ne seraient jamais plus valorisées. Donc, j'ai commencé à travailler sur une société de consulting pour faciliter des affaires entre l'Iran et la France, où je suis tombé sur Singa, association qui accompagnait les réfugiés entrepreneurs. 11 000 personnes présentes participaient dans son événement dans 4 villes en France et présents à 6 pays. C'est assez impressionnant. J'étais incubé à Fabrique de Singa, c'est l'incubateur de Singa, où je trouve de réseaux, de mentors. Vous parliez français? Quand je suis arrivé en France, je parle aucun mot français. D'accord. Au pire, j'arrive pas à distinguer entre le mot français. Pour moi, français, c'était c'est un peu ça, en plus subtil. Donc, en Fabrique de Singa, je trouve capitaux sociaux qui me permettent de développer mon projet professionnel. En gros, en France,
je suis confronté à deux barrières principales. Première, c'est l'image négative de réfugié, pour laquelle je cachais souvent mon parcours, parce que tout de suite m'a déqualifié. Donc, je le cache. Deuxièmement, c'est manque ou perdre tous mes réseaux sociaux professionnels. Donc, chez Singa, on valorise l'entrepreneuriat en création de relations entre sociétés civiles. Et un des acteurs importants pour nous, évidemment, c'est entreprises et entrepreneurs. Donc, on développe des outils et des projets, des outils comme MAD, qui a un atelier qu'on vend à grandes entreprises pour team building, dans lequel chaque porteur de projet présente ce projet dans les 4 grandes entreprises. Par exemple, moi, je présente mon projet à 4 de banque BNP, où j'arrive à développer mon réseau et gagner son conseil sur la stratégie de mon société. Ou de projets comme Calme, comme à la maison, une plateforme qui permet citoyens accueillir des réfugiés pour 3 mois jusqu'à 1 an chez eux, qui va matcher professionnellement aussi. Ça c'est intéressant, je me permets de souligner ce projet Calme, comme à la maison, c'est aujourd'hui 10 000 citoyens. 10 000 citoyens qui encore, chaque jour, on a une dizaine de plus en plus qui se déclarent accueillants et qui sont prêts à recevoir chez eux un réfugié pour entre 3 mois et 1 an. Et on essaye de bien matcher. Ouais. Ça veut dire on met en relation des gens qui ont de profils correspondants de projets qui ont un porteur de projet. Par exemple, moi-même, j'étais 3 mois chez une famille française qui étaient un chef d'un fonds d'investissement et un avocate. Donc ils m'ont donné énormément de conseils chaque jour et des relations. Et maintenant, ensemble, on est en train de développer une société d'export de produits français vers Il est fort quand même parce qu'il est arrivé en 2009. Il est déjà président de Singa. Il a monté une entreprise de conseil pour faire du business avec l'Iran. Voilà. Ouais. Mais je vous en félicite. Votre français est très bon. Merci, c'est gentil. Donc, Fondation de Tente, si je prononce bien, a estimé qu'en Europe, 1 euro à investir sur d'accueil sera apporté 2 euros. C'est à tous, pour nous tous. Donc, je peux résumer la rencontre avec réfugiés qui a une histoire différente, point de vue, différentes expériences variées, ça apporte richesse. Notre question permanente, la question que je veux vous poser, comment pouvons-nous révéler ce potentiel énorme? Je vais la poser à la Fondation de France, cette question-là. Pas de chance. Vous y attendiez pas? Pardon. Alors, j'ai une pitcheuse, Béatrice Beauce, vous êtes déléguée générale, c'est ça le mot, pour la Fondation de France Sud-Ouest. Vous sauriez répondre à mes questions qui vous est posées ici. En un mot, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est la Fondation de France? Parce que moi, j'avoue que c'était pas très clair quand même. Moi, je suis désolé. Je sais pas pour vous si vous connaissez tous parfaitement ce que okay. La Fondation de France. Et puis, un petit regard sur ce qu'on a partagé. Alors, vous devez venir ici. Allez, je vais vous rejoindre. Donc, la Fondation de France, c'est une fondation. On en a parlé avec Cultura et notamment. C'est une fondation qui a une mission très simple, comme la plupart des fondations, c'est qu'elle collecte des fonds pour les redistribuer à des projets d'intérêt général. La particularité de la Fondation de France, c'est d'être sur tous les champs de l'intérêt général, avec cette volonté d'aider des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui rencontrent des difficultés économiques, sociales, de santé,
Donc on a au sein de notre organisation des programmes sur l'emploi, sur l'habitat, sur la santé, évidemment, la recherche médicale, l'environnement, les personnes âgées, tout un parcours de vie. Et on a bien sûr, comme en parlait Véronique, on a aussi des donateurs fidèles qui abondent nos programmes d'intervention et qui réagissent aussi à l'actualité et aux difficultés d'aujourd'hui. Alors moi je peux vous répondre très simplement par rapport à Singa, ben oui, c'est une association Confinance, bien évidemment, parce qu'on a aussi des donateurs qui nous disent ben, ce problème-là, il faut y être. Tout ce qu'on a aussi un fonds pour tout ce qui touche les victimes du terrorisme, les actions qu'il peut y avoir à Charlie Hebdo après le 13 novembre, et ben on a un fonds aussi ensemble contre le terrorisme. Alors je ne sais pas, on parlait de l'image du Secours catholique, je ne sais pas quelle image a la Fondation de France, mais en tout cas si c'était l'image d'une vieille dame un peu éloignée, ben non, pas du tout. Vous ne faites pas du tout ça. Voilà, alors je veux bien incarner la Fondation de France, mais je ne suis pas malheureusement la Fondation de France. Voilà, moi c'est vous, c'est debout, moi c'est Fondation de France, hein, il faut que je le dise assez souvent. Mais voilà, c'est la volonté aussi d'être toujours en lien avec ce qui se passe aujourd'hui et de pouvoir réagir et de financer des projets d'intérêt général, parce que le statut de fondation est le seul statut 100% intérêt général. Merci madame. Vous avez une réaction sur ce que vous avez entendu sur le lien comment est-ce que vous interprétez ce qu'on a tracé ici? Et après, je vais vous donner la parole si vous voulez réagir. Comment est-ce que vous hiérarchisez cette valeur-là? Je ne sais pas si ma question est très non, posée. La question n'est pas très claire, je vais répondre ouais. comme je sais. Ça me fait beaucoup réagir parce que quand je dis que la Fondation de France est de collecter pour redistribuer, ça veut dire aussi ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'individu est un, ben, la société aussi. Donc, vivre autrement une question de riches, ben oui, il y a des riches qui ne veulent pas devenir le plus riche du cimetière et qui font œuvre de philanthropie, qui créent des fondations. Aujourd'hui, c'est 2500 fondations en France. Alors, on parle de solidarité, mais c'est aussi un acteur du secteur économique très puissant. C'est 22 milliards d'actifs, c'est 1,5 milliard redistribués chaque année au secteur à but non lucratif. Donc, il y a ceux qui peuvent et ceux qui veulent, parce qu'on peut être aussi un petit philanthrope, hein, faire un chèque à la Fondation de France, au Secours catholique, à d'autres fondations aussi, mais on peut être aussi quelqu'un qui a effectivement un peu plus de surface financière et qui va vouloir faire œuvre de philanthropie de la même façon. Alors ce lien, c'est toute une chaîne de solidarité. Nous on la vit d'autant plus qu'on est vraiment sur la philanthropie à 360 degrés, parce qu'il y a ceux qui donnent, nous on expertise les projets, on les redistribue à des projets d'intérêt général, donc tout est en lien à la fondation. Donc moi, bien sûr que ça me parle beaucoup. Quand on parle de McDonald's tout à l'heure, ben McDonald's, c'est aussi une fondation McDonald's. Et la fondation McDonald's, elle ne s'occupe pas de nourriture, elle s'occupe juste des maisons des parents dans les CHU pour permettre aux parents qui sont éloignés de Bordeaux ou de là où il y a les CHU, de pouvoir être proches de leur enfant. Enfin, Nathalie sait de quoi je parle, beaucoup mieux que moi. Donc voilà, le milieu des entreprises est un milieu très fort, et quand on crée des fondations, ben voilà, on peut faire bouger un peu les lignes, faire société aussi, et peut-être qu'être... il y a plusieurs richesses, hein, mais cette richesse-là, c'est peut-être de regarder l'autre, ce qui se passe à côté, et de pouvoir agir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des réactions sur ce qu'on vient de partager? Moi, j'ai une question qui me taraude, mais je vous laisse d'abord poser si vous avez une réaction ou une question. C'est là que je fais ma chef hôtesse. Bonjour, Sylvain Auvray, CS Réciprocité. Alors moi, j'ai fait poser la question tout à l'heure que vous avez posée, est-ce qu'il y a une question préalable? Finalement, je suis très content parce que je suis venu à la bonne table ronde, parce que ça répond exactement à la question que je voulais poser. Et je me demande si le titre, d'ailleurs, n'est pas un peu biaisé. C'est-à-dire que être plus riche, est-ce que vivre mieux, c'est un problème de riche? Moi, je pense que vivre mieux, c'est aussi devenir plus riche. Donc, un peu dans l'idée de la conciergerie solidaire, nous avons fondé, nous, une petite entreprise, pareil, on est à peu près comme vous, on fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires, on existe depuis 5 ans, on a eu 25 employés. On s'occupe des problèmes de réciprocité dans l'habitat, essentiellement dans l'habitat social. C'est-à-dire qu'on s'est posé les mêmes questions que vous, aujourd'hui le concierge a disparu, etc. Et comment on fait pour... on travaille sur 3 défis, le vieillissement de la population, donc aujourd'hui, ça se constate partout, le vieillissement va souvent avec solitude et paupérisation. La rupture du lien social, ça dans toutes les générations,
Et puis la paupérisation généralisée des gens dans le logement social, surtout. Comment on lutte contre ça? Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément, et on réfléchit à ça depuis plusieurs années. Et donc on a trouvé un espèce de modèle économique en proposant à des bailleurs sociaux de venir faire des diagnostics auprès de tous les habitants d'une résidence, hein, de voir avec les gens sur quoi ils pourraient s'engager. Est-ce qu'ils sont capables de monter un petit club de sport, ou est-ce que tout simplement ils ne pourraient pas balayer devant leur palier ou tondre la pelouse, etc. Et quand on a fait le diagnostic, on propose une charte générale de vie dans l'immeuble, et les gens ça peut représenter en baisse de charge à peu près 1 mois de loyer. Donc vous voyez que pour des gens qui sont RMI, ou etc., jusqu'à 2 mois pratiquement. Hein. Et donc cette baisse de charge, parce que les gens font eux-mêmes tout un tas de choses, mettent en commun tout un tas de choses, eh bien ça les fait rentrer dans la démarche. Mais au bout d'un moment, ça c'est que le prétexte, parce que au bout d'un moment, ce qu'on a créé, c'est un nouveau lien social dans la résidence. C'est-à-dire que si vous tondez la pelouse, et que c'est votre voisin qui tond la pelouse, vous ne faites pas faire caca au chien juste devant lui, ou vous ne taguez pas, et les gens se croisent, se parlent, etc. Et donc, au bout de 2 ou 3 ans, la vie dans la résidence a totalement changé. Le modèle économique, il est basé sur la baisse des charges, c'est-à-dire que les gens, le bailleur social a une très grosse baisse de charges, parce que du coup, non seulement il ne paye plus les entreprises qui font l'entretien classique, qui ne changent plus les ampoules, etc., ça coûte très très cher, tout ça, mais en plus, il a évidemment moins de tags, moins de dégradation, moins de réclamations, moins, etc. Et donc à la fin, ça fait des gros volumes. Donc nous, on fait le diagnostic, la préconisation et l'accompagnement pendant 3 ans de la résidence. C'est-à-dire que pendant la première année, on a un gestionnaire animateur pour 60 logements à 100% sur place, qui va aider les habitants à mettre en place les clubs de sport, le jardin partagé, la carte d'enfant. Il n'y a aucune résidence qui vit sur le même modèle. Hein. Aujourd'hui, on gère à peu près 1000 logements comme ça. Combien ? 1000, un peu plus de 1000 logements. Et donc, la deuxième année, il est à 50%, parce que déjà des leaders sont nés parmi les locataires. La troisième année, il est à 25%, puis après, on part. On a monté une association nationale qui s'appelle Chers Voisins, qui est soutenue par la Fondation France, que je remercie beaucoup, et qui, quand nous sommes partis, continue à garder le lien avec les associations locales, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de problèmes juridiques. Évidemment, si les gens balayent l'escalier, qui se cassent la figure en balayant l'escalier, qui est responsable, etc., c'est pour ça qu'il y a des associations qui sont supports, qui sont assurées, etc. Il y a tout un modèle, et on a un partenariat de recherche-action avec les universités. Donc, et vous voyez que, en fait, en travaillant sur le mieux vivre ensemble, on a rendu tous les gens plus riches. Donc, c'est un peu la problématique inverse de la question qui a été posée. J'aurais voulu vous faire réagir là-dessus. Sauf que ça rend un peu moins riche le type qui avant était payé pour venir tondre la pelouse. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Je prends les autres questions puis je reviens vers vous. Merci, Carfa Diallo, École des Mémoires. Moi j'avais une question à poser, notamment sur... parce que là on a des imaginaires qui peuvent être des imaginaires concurrentiels. Notamment ces nouvelles formes de fragilité qui arrivent avec les migrants. On sait depuis maintenant 2 ans ou 3 ans que cela génère de la part de ceux qui sont précaires ici en France une exclusion, un sentiment d'abandon. En fait, la question que j'avais envie de poser, c'est qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que ça influe sur vos façons de travailler? Dans quelle mesure vous prenez en compte ces critiques, ces remarques dans votre travail aujourd'hui? En quoi ces 2 façons de faire société, finalement, peuvent coexister dans vos organisations? Et comment vous faites pour faire de l'éducation, finalement? Parce qu'au fond, je crois que c'est une dimension qui est importante aujourd'hui dans l'action que vos organisations peuvent mener. Sacrée question, hein, sur la mixité, sur la peur de l'autre, sur le fait qu'on peut penser parmi les plus précaires que les aides vont être vers d'autres, des étrangers qui viennent de je sais pas où. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, bonjour. Je ne vois pas de loin, donc je ne vous avais pas reconnu. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est une question importante et très douloureuse en France actuellement, cette question de la concurrence entre les publics, du rejet de l'étranger. Il y a même eu, à mon grand regret, des grands élus de différents partis, hein, pas de l'extrême droite, qui ont eu des propos indignes de rejet des étrangers. Et donc on voit que cette idée de refus de l'autre, et notamment du refus de l'étranger, elle gagne beaucoup de terrain en France.
mais elle est concomitante de celle dont parlait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire de l'idée aussi que maintenant de plus en plus de Français, c'est prouvé par toutes les enquêtes sociologiques du Crédoc et autres, de plus en plus de Français pensent que les gens, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Alors les pauvres, c'est un peu de leur faute, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Et les étrangers en plus, alors là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il faut être très très attentif à ça, parce que c'est une lame de fond dans la société française. C'est pas un épiphénomène qui va se calmer après les élections. C'est une lame de fond que le Crédoc observe depuis la crise de 2008, en fait. Que l'opinion publique a basculé. Et on voit très nettement, dans le Crédoc, ils étudient ce qu'ils appellent la courbe de la compassion. C'est-à-dire, est-ce que vous avez de la compassion ou de l'empathie pour les personnes en situation de pauvreté? Et puis, et la courbe de la pauvreté. Et jusqu'en 2010, elles sont absolument parallèles. C'est-à-dire que quand il y a une crise, bah oui, les gens, il y a plus de pauvres, donc les gens ont de la compassion. Et à partir de 2010, les courbes se croisent. C'est-à-dire que la pauvreté augmente et la compassion des Français, l'empathie des Français avec les personnes pauvres est en chute libre. Donc c'est un phénomène grave, profond et contre lequel il faut lutter. Alors nous, on a un remède qui est très basique, mais qui pour nous est un des seuls qui fonctionne, outre le fait d'aller voir les politiques pour leur dire votre fonction symbolique de politique vous interdit d'avoir des discours de rejet, de racisme. Vous devez être porteur de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Et ça, moi, en tant qu'ancienne élue, j'attache beaucoup d'importance à cette fonction symbolique de l'élu et à toute parole qui sort de la bouche de l'élu. Parce que quand les élus se lâchent, bah, les citoyens se lâchent, hein, encore plus. Bah, si l'élu a dit ça, moi je peux y aller. Voilà. Donc, outre ce travail qu'on fait auprès des élus, on démarche les élus un par un pour dire mais vous vous rendez compte de ce que vous dites sur les pauvres, sur les étrangers, vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir. Après, à l'autre bout de la chaîne, nous, on croit beaucoup à la pédagogie de la rencontre. C'est-à-dire, le pauvre ou l'étranger que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi sur lui, de dire que c'est un feignant, de dire qu'il va vous piquer votre boulot, de ceci ou cela. À partir du moment où vous l'avez rencontré, ben, comme ce que vous disiez dans l'expérience de vie dans une famille, à partir du moment où vous avez accueilli chez vous, où vous avez été accueilli, où vous avez fait quelque chose ensemble, vous avez retroussé les manches dans une épicerie pour faire ensemble, repeindre le local, transporter des trucs, etc. À partir du moment où vous êtes dans cette pédagogie de la rencontre, personne par personne, vous changez votre regard. C'est pas magique, c'est juste un constat que l'on fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit très nombreux sur ce terrain-là pour créer ces rencontres en permanence, pour dire l'immigré c'est pas du tout l'image que vous avez, le pauvre c'est pas du tout l'image que vous avez. Venez rencontrer, venez parler et voilà, et changer votre regard. Donc c'est un travail de fourmi, mais qui est complémentaire de bien d'autres et que beaucoup de gens font. Plein d'associations, on a eu un panorama, mais il y en a des millions en France. Et moi je crois beaucoup à ça, mais il y a quand même urgence. Il y a quand même urgence à faire ce travail-là. Il y a une petite blague en ce moment sur internet, une petite blague un peu désagréable, qui tourne et qui dit c'est marrant quand les Français qui sont racistes confient au Trésor Noir, aux Maghrébins pour construire leur maison, ou à je sais pas qui pour faire la cuisine. Donc je crois que, évidemment, vous comprenez qu'on est très proche des valeurs du discours catholique. Je crois qu'une des clés, et tu l'as dit, je le dirais autrement, c'est que le vivre ensemble, il va passer par le faire ensemble. Et le faire ensemble, il est bien évidemment dans cette rencontre, c'est soit une rencontre entre une entreprise et une ONG, parce que là aussi on est dans des schémas qui peuvent tomber. Hier on accueillait tout le staff dirigeant de chez Hermès, qui sont venus chez nous trier des fruits et légumes toute la matinée avec des gens dits en insertion, je rentre le terme comme ça, consacré à trier des fruits et légumes. C'est incroyable comme la DG d'Hermès, elle a halluciné, et comment les relations humaines se sont créées, et comment il y avait ce brave immigré de je ne sais pas quel pays d'Afrique noire était en train d'expliquer en disant « Oh madame, ne te baisse pas comme ça, tu vas te faire mal au dos. » Et voilà, et que là... Il fait pas bien l'accent. Ouais, très mal. Il venait l'apprenant, c'est-à-dire que l'estime de soi changeait, le regard changeait. Alors oui, tout ça c'est des gouttes d'eau, oui, tout ça c'est très long, et ô combien Véronique a raison, attention à tout ce discours de ces politiques qui effectivement, à un moment, distillent
et ouvre une porte sur laquelle la brèche, parce qu'on est dans la mal-être, parce qu'on va mal, voilà. Et donc nous on a, et je fais 10 minutes de pub, 30 secondes de pub, on a créé avec mon frère, qui n'est pas mon frère mais pas loin, Alexandre Jardin, ce mouvement de Blanc Zèbre, et voilà, c'est sans doute, en tout cas, évidemment Alexandre a déclaré sa candidature au présidentiel, il faut faire bouger les lignes, il faut faire bouger les choses. En tout cas, ça veut dire qu'il faut plus de citoyenneté et il faut peut-être se prendre en charge. Les faiseux, quand j'écoutais mon voisin de droite, c'était un faiseur, quoi. Il fait. Voilà. Et ça c'est beau et il faut soutenir ça. Merci Guillaume. Bonsoir, Christelle Laco. Moi, je voulais revenir sur les propos de Madame Fayet et sur ce croisement de ces deux courbes notamment. Et aussi sur la question finalement du début, vous avez demandé, c'est à partir de quand on considère qu'on est riche. Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup finalement de l'opposition, mais finalement, je pense aussi que la courbe elle se croise parce qu'il y a aussi toute une frange de population que vous oubliez, qui est la tranche moyenne, qui est aussi très nombreuse et qui effectivement avait peut-être aussi arrivé à avoir de la compassion il y a encore quelques temps, et sauf qu'aujourd'hui c'est une tranche qui de plus en plus, même si elle a un toit, même si on mange encore des pâtes tous les jours, finit de moins en moins les fins de mois, enfin, pour pas dire, elle finit dans le rouge, voit son pouvoir d'achat quand même globalement baisser, et c'est vrai, c'est français ou c'est de toute façon humain, on se recentre aussi sur soi parce que et sa famille et ses propres besoins, parce que voilà, on n'a pas les capacités toujours à pouvoir faire le geste. Et au-delà de ça, pour revenir sur le thème quand même qui est celui d'aujourd'hui, on sort d'un autre atelier, on dit pour vivre mieux, il faut de l'économie circulaire, il faut manger bio, il faut faire tout ça. Quand on a un budget qui est de plus en plus réduit, c'est pas forcément évident de pouvoir rentrer dans un magasin bio qui malgré tout a des tarifs qui sont plus élevés que d'aller au supermarché. Voilà. Donc, et on n'est pas forcément dans la tranche à se dire effectivement je vais aller à l'épicerie solidaire ou voilà parce qu'on estime que c'est pas forcément soi, c'est pas ce qu'on a vécu avant et voilà, donc c'est pas si facile que ça, et cette tranche-là est quand même très nombreuse et de plus en plus. Voilà. Merci pour ce témoignage. Avant de conclure, parce que je ne vais pas faire comme ceux d'avant, je vais respecter les horaires, je vais quand même poser la question à M. Péréol. Ah, ça te réveille. Parce qu'on parle du bio. Non, je rigole. Didier qui est président de l'agence bio, président de l'agence bio, c'est une question qui me taraudait. Parce que comme je le voyais sur mon nez, quand même, vous m'y faites penser, on peut aussi se dire, quand on fait partie de... J'avais peut-être des Français moyens, c'est un peu comme expression, mais en tout cas de cette classe moyenne qui a un sentiment de fragilité, et moi dans mon boulot de com, ça m'obsède, c'est 20% des Français qui font leur caddie à 1 euro près, 28% des Français font leur caddie à 5 euros près, je le martèle tous les jours à mes collaborateurs, et ces gens, quand ils sont chez Carrefour à pousser leur trolley, ils voient du bio et ils ont le sentiment de ne pas avoir accès à ce mieux manger. Juste en 1 minute, Didier, ta réaction sur ça? Tu sais le faire? Ça veut dire quoi le mieux manger? Je pense qu'il faut revoir son alimentation et peut-être manger moins de protéines animales et reconsidérer la protéine végétale qui coûte beaucoup moins cher. Il y a, je pense, un système d'éducation à manger mieux et qualitativement équilibrer son alimentation, ça passe déjà par là. C'est pas éduqué. Après, les animaux coûtent beaucoup trop cher, ça c'est clair. Et je pense que si on mange moins de viande, on pourra peut-être mieux équilibrer le budget. Le budget d'alimentation, c'est 15% du budget des ménages. Alors j'entends bien que... Donc ma question, c'est le sentiment qu'a la mère de famille de se dire ça c'est mieux pour la santé de mes enfants, mais je peux pas, je vais prendre la marque la plus accessible. Le problème c'est que l'alimentation aujourd'hui n'est pas juste le prix. Si on veut aller juste, c'est pas un débat à répondre comme ça en 2 minutes. Non, c'était juste. Le débat sur le bio, je l'entends tout le temps, le bio est plus cher, etc. La part à côté, c'est qu'on a une agriculture qui est complètement en faillite et qu'on doit reconsidérer tout notre système alimentaire et rééquilibrer et donner la possibilité à des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat de pouvoir s'acheter des produits de qualité. Et on le fait nous en entreprise, puisqu'on donne des moyens à des épiceries solidaires de pouvoir acheter des produits bio à des prix disons, un peu plus raisonnable, mais il faut repenser son alimentation. Je crois que le dogme
sur l'alimentation, il est à considérer complètement et qui ne va pas sortir en disant le bio est trop cher, il n'est pas accessible pour certaines personnes. Et le discours du bio est un faux discours en fait. Il faut arrêter avec ce bio parce que évidemment. Ça y est, on va se donner un. Non, il faut dans le dur là. Il faut dans le dur. Il faut qu'on soit un petit peu intelligent. Est-ce que vous croyez que quand vous achetez du bio, du truc bio de chez Carrefour, en plein hiver, à 1 € le kilo, vous faites un acte intelligent? Moi je pense que non. C'est-à-dire que le bio, pour moi, attendez, ouais, bon, c'est bien, vous avez des débats, je fais exprès de vous provoquer, c'est bien, c'est pas arrêtons de parler bio, parlons d'une conception. Eh bien, je vais rendre l'antenne. C'est-à-dire que, vous pouvez pas s'il vous plaît, on n'est pas encore à la cognac gel. C'est le débat maintenant. Voilà, non mais attendez, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de la cohérence. Est-ce que le mec, faire du bio, évidemment que je suis pour qu'on mange du produit sain, évidemment, mais est-ce que c'est pour à côté de ça que le mec soit pas payé, qu'on ait fait des avions qui ont fait chiller la France? Je ne soulevais pas du tout ce débat-là, je soulevais juste le sentiment, à la suite de ce que disait Madame, ce sentiment qui est un sentiment profond et qui est éminemment culturel, qui est que si je m'occupe bien de mes enfants, je leur fais un bon steak. Il y a des trucs comme ça qu'on trimballe et qu'on va trimballer encore pendant quelques années. Je vous remercie beaucoup de votre... Vous voulez réagir, monsieur? Oui. Non, je vous remercie. Vas-y. Non, on va faire le débat tous les deux. Ok, je vous remercie beaucoup, vous avez été sages comme des images. Merci à nos 5 invités. Alors, je suis désolé, voilà, j'ai mal fait. Oui, j'ai fait parler une pitcheuse, je n'ai jamais... Ah bah le voilà. Ah bah alors là. Alors je vous prie de rester 2 minutes parce que comme on vous a attendu et que je n'avais aucune information sur vous, je suis ravi de vous rencontrer et d'avoir ce petit moment avec vous. Oui. Venez. Je vais faire très rapidement. Venez, au milieu. Je dois le mettre au milieu. Je suis désolé. C'est ma faute, je suis arrivé en retard, du coup je me suis pas mis à la place avec mon nom. Je me suis caché un petit peu dans le coin. Alors, Boubacar Diallo. Boubacar Diallo, du coup je vais faire assez rapidement. Je suis le fondateur d'une société qui est basée à Bordeaux, à Darwin, avec la conciergerie solidaire, donc on est un des clients de la conciergerie. On est une société toute jeune qui n'a que 1 an et demi et qui travaille dans un secteur particulier qui est celui de l'accès à l'énergie dans les pays en développement et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on distribue des services d'accès à l'énergie en Afrique de l'Ouest, comme je le disais. Ça consiste en quoi plus concrètement? Aujourd'hui, on travaille au Togo et on installe ce qu'on appelle des agences énergie. Les agences énergie, en fait, c'est tout simplement un kiosque, un grand kiosque qui est équipé d'un système photovoltaïque, qui a un système de stockage par batterie et qui a une connexion Internet. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de réfléchir dans les pays en développement l'énergie comme quelque chose qui se consomme chez soi, on l'imagine comme une consommation plutôt communautaire qui se fait donc dans ce lieu. Donc les villageois se rendent dans l'agence énergie et ils peuvent charger leur téléphone portable, congeler des aliments, acheter des petits produits solaires. Voilà. Donc ça c'est globalement ce qu'on fait. Je vais peut-être revenir sur ce qui a été dit, parce que j'ai retenu trois termes qui me rappellent beaucoup ce qu'on fait, qui me rappellent beaucoup notre activité. Il y a eu le terme de prétexte qui est revenu plusieurs fois, je l'ai entendu de ton côté et de la personne qui était assise à ma place, et je considère que ce qu'on fait aussi nous de notre côté, c'est d'une certaine manière un prétexte. Donc on considère que l'énergie en soi c'est rien. C'est pas ça qui compte, l'énergie est juste un facilitateur pour avoir accès à des meilleures conditions de vie, comme on l'a partout. C'est soit pour avoir une meilleure activité économique, soit c'est pour pouvoir éduquer ses enfants parce qu'on va pouvoir faire des devoirs le soir, etc. Donc le terme prétexte est très fortement ancré dans ce qu'on fait nous au quotidien. Après j'ai entendu on a parlé de richesse, de riche. J'ai du mal avec cette notion-là, parce que je pense qu'on a une vision assez concentrée sur le terme de richesse. On le rapproche beaucoup à la notion capitaliste qui est liée à du matériel, à du tangible. On est riche parce qu'on a de l'argent. Moi, les gens avec lesquels je travaille, les personnes qui sont nos clients, sont très riches.
extrêmement riches. Ils sont extrêmement riches de liens sociaux. C'est toujours assez impressionnant de voir le lien social qu'il y a, la naturalité avec laquelle ils arrivent à créer le lien. Ils sont riches d'innovation. Il y a énormément d'innovations qui se font au quotidien. De la vraie innovation, de l'innovation sociale, de l'innovation technologique, comme on a tendance à l'imaginer. Et voilà, donc beaucoup de richesses, beaucoup de richesses spirituelles. Il y a aussi un lien avec ça, beaucoup de richesses intangibles. Le seul problème que rencontrent les personnes avec lesquelles je travaille, c'est cette notion du vivre mieux, qui est lié du coup à un autre terme que j'ai beaucoup entendu, c'est le terme de le lien qu'on retrouve dans toutes les interventions, où nous aussi on est sur cette logique de lien, le lien qui naît par le fait de fournir une connexion électrique, et le lien qui naît aussi par le fait de fournir une connexion Internet aux gens. Donc voilà, dans tout ce qui a été dit, je retrouve beaucoup de choses liées à nos activités au quotidien. C'est juste sur cette notion de richesse que je retrouve une vision, une vue où je me sens un petit peu éloigné de ce qu'on peut entendre assez normalement sur la notion de richesse. Donc il faudrait peut-être aussi que nous on s'interroge sur ce qu'on entend sur ça. Merci beaucoup. Alors on est une société. Une société. Qui fait des profits, qui veut faire beaucoup de profits, et ça c'est un autre terme aussi, un point dont je n'ai pas cité. On veut faire des profits parce que la question n'est pas est-ce qu'on fait des profits ou pas, est-ce que le profit est méchant, est-ce que le profit est bon. La vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces profits. Est-ce qu'on les utilise pour les réinvestir dans de l'activité, dans nos projets, dans la recherche, dans l'amélioration justement des conditions de vie, ou est-ce qu'on fait du profit pour remplir les poches de l'actionnaire. Donc c'est le débat d'après à l'apéritif. Merci beaucoup, merci. Pardon. B-E-N-O-O. C'est le seul truc que je sais. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup.